Merci. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux. Écoutez donc le professeur Benoît Friedman, qui est un éminent collègue qui nous rend visite aujourd'hui et demain, et qui vient de l'Université libre de Bruxelles, où il dirige le centre Chaim Perelman, qui est un centre de théorie du droit, de philosophie du droit, du nom de Chaim Perelman, du nom d'un illustre aîné, grand juriste du XXe siècle, qui est connu pour avoir développé des travaux essentiellement en renouant avec la rhétorique aristotélicienne. Et Benoît Friedman, donc, hérite de la direction de ce centre. Alors, non pas que son regard sur le droit soit perelmanien, c'est simplement à titre d'hommage que ce centre s'appelle Chaim Perelman, un peu comme l'Institut Michel Villet à Paris 2. Les membres de l'Institut ne sont pas villéens, mais c'est en hommage à Michel Villet, qui avait officié à Paris 2 il y a longtemps, que ce centre s'appelle ainsi, et il en est de même pour le centre Chaim Perelman, que dirige donc Benoît Friedman, et au sein duquel il mène surtout des travaux qui portent sur des sujets d'une brûlante actualité, notamment l'évolution, les transformations de la normativité juridique à l'heure contemporaine, ce qu'on appelle le droit global, dont il sera essentiellement question demain. Mais parmi ces sujets d'actualité, il y a également l'intelligence artificielle qui va donc attirer notre attention cet après-midi. Je rappelle également, pour dire quelques mots de Benoît Friedman, qu'il est l'auteur de nombreux travaux, l'auteur notamment d'une monumentale histoire de l'interprétation et de la raison juridique chez Bruylant, l'essence de la loi, et puis il prépare aujourd'hui l'essence du droit, et il prépare aujourd'hui un ouvrage de synthèse sur le droit global, autour duquel il nous entretiendra demain. Mais pour l'heure, nous allons l'écouter sur ce sujet de l'intelligence artificielle, qui bien évidemment est un sujet que tout le monde connaît, dont on parle de plus en plus, cette intelligence artificielle qui a un impact de plus en plus prégnant sur notre quotidien, dont certains disent qu'il renvoie à la troisième révolution industrielle, la première étant celle de la vapeur, ça a donné les chemins de fer, la seconde, le pétrole, ça a donné l'automobile. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui nous offre le numérique, et ce numérique qui, effectivement, est de plus en plus présent dans nos vies. Et il a un impact, évidemment, également sur la prise de décision, et donc ça nous intéresse, à nous juristes, aussi bien la décision administrative que judiciaire, et c'est ce sur quoi, donc, Benoît, tu vas nous parler à ce sujet, donc, pendant 45 minutes environ, à la suite de quoi nous aurons le plaisir d'échanger avec toi. Voilà, donc je te donne la parole sans plus tarder. Merci beaucoup, Alexandre, et merci de m'avoir invité à l'Université de Montpellier, que j'apprécie beaucoup. Et je voulais dire quand même, te porter quelque peu la contradiction en m'affirmant totalement perelmanien, puisque ce qui fait notre point commun, par-delà la différence des objets, avec Perelman, c'est une approche pragmatique de la philosophie du droit, c'est-à-dire d'essayer de penser le droit au départ de ses pratiques les plus contemporaines, et donc notamment cette invasion, cette intrusion de logiciels qu'on appelle d'intelligence artificielle dans le monde du droit, essentiellement par le moyen de programmes d'aide à la décision automatisés, dont je vais vous parler maintenant. Et pour être fidèle à cette approche très pratique, et parce que je suis devant un auditoire spécialisé dans le droit public, j'ai choisi de vous parler des décisions administratives
et bientôt des décisions juridictionnelles qui sont prises à l'aide de l'intelligence artificielle et des questions de droit qu'elle suscite. Je n'aborderai donc pas, si vous voulez, des aspects de philosophie édifiante, comme disait un certain philosophe aussi de l'école de Bruxelles, mais vraiment ce sera plutôt au niveau du droit positif, avec l'indulgence que je vous demande du fait que moi, je ne suis pas un spécialiste de droit constitutionnel, droit administratif, certainement pas français, mais j'ai pensé que c'était intéressant d'aller le plus possible sur votre terrain pour que la discussion soit alors la plus profitable. Alors, je commence par un coup de pub. Nous venons de sortir il y a quelques mois, et j'aurais bien aimé l'amener, mais de fait, quand j'ai quitté Bruxelles il y a quelque temps déjà, je n'avais pas encore le livre entre les mains. Cet ouvrage qui est paru aux éditions Brûlant, qui est un collectif et qui s'appelle « L'intelligence artificielle face à l'état de droit ». Vous voyez qu'on est dans le thème du jour. Et pour commencer de manière vraiment pratique, je voudrais distinguer ce qu'on entend par intelligence artificielle, en tous les cas dans les domaines qui intéressent le juriste. Et en fait, il s'agit essentiellement de 3 techniques qui existent pour l'instant, sachant que la troisième de ces techniques, elle existe depuis 3 ans et qu'il n'y ait pas de raison que dans 1 an d'ici, il n'y en ait pas, et dans 10 ans d'ici, il n'y en ait pas une 4e, une 5e, des dizaines de différents. Mais ce qu'on groupe aujourd'hui, et je dois dire, je fais cette petite mise au point simplement parce que je me rends compte qu'il y a une assez grande confusion quand on parle de questions juridiques relatives à l'intelligence artificielle, c'est que souvent on confond ces différentes techniques qui ne posent pas du tout les mêmes difficultés et qui n'ont pas non plus les mêmes performances ni les mêmes usages. Donc de quoi s'agit-il ? Il y a d'abord ce que les informaticiens appellent la vieille IA, intelligence artificielle. Vous savez, le terme a été inventé en 1956, et déjà dans les années 1970, on a quelque chose qui est mis au point qui s'appelle les systèmes experts, que peut-être aussi vous avez entendu parler sous la forme d'arbres de décision. Et on va automatiser des décisions. Les informatiques vont déployer les règles à appliquer sous forme d'un algorithme et ça va permettre d'aboutir à la décision. Ici, vous voyez sur le slide, c'est un peu petit sans doute pour vous, mais on a la manière dont il faut appliquer le RGPD pour une entreprise. Face à une requête ou un usage, eh bien, on va passer dans l'arbre de décision la question et on va obtenir une réponse. Ce genre d'IA est très utilisé dans l'administration, à tel point que beaucoup de fois, si on parle de décisions administratives prises à l'aide de l'IA, c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que nous parlons tous de choses de pointe, etc., que ces choses de pointe sont déjà ce qui est central aujourd'hui. Il faut parler de... Bien entendu, il faut parler du présent, mais il faut parler de ce qui est appliqué. Et donc, cette IA, cette vieille IA-là, elle est très importante. En même temps, elle pose peu de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée sur des règles, comme disent les Anglais. C'est-à-dire que vous donnez les règles à la machine, elle vous donne la décision. Et ça va bien, ça nous va bien à nos juristes. Parce que la seule chose qu'il faut voir, c'est est-ce que l'arbre de décision, est-ce que le système expert traduit bien les bonnes règles ? Mais on peut le voir, ça. On peut lui dire, tiens, quelles sont les règles que vous lui avez demandé d'implémenter ? Là, on dit, non, ça, c'est pas la bonne règle, c'est pas ça que prévoit la loi ou la jurisprudence. Donc, le contrôle est assez facile. Ce n'est pas du tout le cas pour la deuxième sorte d'IA qui a le vent en poupe pour les procédures d'aide à la décision.
et qui n'est plus basé sur des règles, mais sur des données. Alors, moi, je l'appelle technique de profilage. Au départ, ça a été inventé par des gens qui font de la reconnaissance d'images, et le logiciel qui donne le meilleur exemple de ceci, c'est on peut apprendre à une intelligence artificielle de reconnaître des chats et des chiens, de distinguer entre chats et chiens. Pour ça, on lui montre d'abord un certain nombre de photos étiquetées. Bon, l'intelligence artificielle est un peu laborieuse parce que, contrairement à un enfant, vous lui avez montré 2 chiens, 2 chats, il a compris ce que c'est. Il faut 1 million d'images pour qu'une IA puisse commencer à reconnaître des chats et des chiens. Et ensuite, vous lui présentez des images non étiquetées et vous allez arriver à un taux de succès qui va dépasser 90%. Alors après, dans le détail, ça peut aller de mieux en mieux jusqu'à ne pas se tromper. C'est-à-dire, vous lui présentez 100 images, vous lui demandez chat ou chien, et il répond 92, 95 fois, etc., la bonne réponse. Donc là, vous comprenez que ce logiciel-là, il est nourri par des données. Ce qui est très important, et un problème majeur pour nos juristes, c'est que vous ne lui dites pas la règle selon laquelle on distingue le chien du chat. C'est lui qui va établir une règle, qui n'est pas une règle, qui est un profil, par lequel il va classer dans des ensembles les chiens et les chats. Par contre, et c'est là où on va parler de boîte noire, vous ne savez pas pourquoi. Vous pouvez mesurer sa performance, mais vous ne savez pas quel est son critère distinctif. Est-ce que si le 50 millionième de pixels qui se trouve à gauche sur la ligne, etc., s'il est plus foncé, c'est probablement chacun. On n'en sait rien. Mais on peut voir que ça marche. Et là, vous voyez que l'utilisation qui est de plus en plus fréquente de prise de décision à l'aide de l'intelligence artificielle en droit, qui recourt à ce genre de technique, est problématique. Alors, quand est-ce qu'on fait ça? Par exemple, pour tout ce qui est la chasse aux fraudeurs. Vous cherchez un fraudeur fiscal. Vous voulez savoir chez qui vous allez faire un contrôle fiscal. Dans mon pays, 100% des contrôles fiscaux sont déterminés par une IA. Il n'y a plus de choix des fonctionnaires. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes contrôlées vont être redressées, mais ça veut dire qu'il y a là déjà non pas une décision. Alors là, je vous laisse réfléchir à la manière dont vous allez qualifier cet acte qui va être de décider de contrôler tel dossier plutôt que tel autre. Et c'est la même chose pour la fraude sociale, la fraude aux allocations familiales, en fait, vous pouvez appliquer ça évidemment à tous les domaines. Et donc, qu'est-ce que va faire l'IA? Vous lui donnez, comment est-ce qu'elle va apprendre? Vous vous rappelez les photos, le million de photos de chats et de chiens? Vous lui donnez à manger les dossiers de fraude. Donc vous lui donnez les dossiers de citoyens, vous dites fraudeur, non fraudeur. Vous lui en donnez 1 million ou 2 millions. Hein, vous savez que ce n'est pas les dossiers qui manquent dans ce genre de choses. Et puis, lui, il fait un profil de fraudeur. Et vous ne savez pas quel est le profil. C'est la boîte noire. Et il vous sort les gens qu'il faut contrôler, parce qu'ils sont potentiellement fraudeurs. Vous comprenez? Et ça, c'est assez problématique, et ça fonctionne avec des réseaux neuronaux. Alors maintenant, je mentionne juste, mais c'est en fait, en pratique, c'est très important, c'est que cette distinction-là, elle s'efface de plus en plus. C'est-à-dire qu'en réalité, on utilise des arbres de décision, mais nourris par des données, etc. Mais pour nous, à notre stade,
faisons la distinction pour pouvoir penser les choses clairement. Mais évidemment, la pratique est toujours plus hybride et compliquée que ce qu'on peut en dire de manière simple comme ça. Et puis, vous avez les IA génératives, ça vous le connaissez, qui génèrent des images ou qui génèrent des textes. Évidemment, pour le juriste, c'est plutôt des textes. Hein. Donc, par exemple, on pourrait demander à une intelligence artificielle de générer un travail d'étudiant, mais ça, vous n'avez jamais eu l'idée de faire ça, ou de rédiger des conclusions, voire un jugement. Hein. Et on a déjà des affaires aux États-Unis, notamment avec un avocat qui a été très sévèrement sanctionné. Je crois qu'il a été radié du barreau parce qu'il avait fait rédiger ses conclusions par ChatGPT et quand l'adversaire a été obligé d'y répondre, et il a vu certaines décisions, parce que vous connaissez le problème de ces machines-là, c'est qu'elles hallucinent, hein, comme ils disent. Donc, il a cité des décisions qui n'existaient pas. Donc, l'adversaire s'en est rendu compte, a eu la merveilleuse confraternité de l'indiquer au juge, et puis ça a donné un conflit. Évidemment, ça a fait un problème dans le procès et ça a donné lieu à un conflit disciplinaire. Donc, vous allez voir quel rôle ça joue néanmoins dans notre affaire. Donc, en réalité, cette IA-là, elle ne prend pas des décisions, mais elle peut expliquer. Hein, ou elle peut... Enfin, si, elle répond à des questions, donc vous pourriez lui dire. Donc, c'est des IA qui tchatchent, si vous voulez. Hein, donc, pour employer un mot technique de droit administratif, donc, si vous voulez, c'est un usage rhétorique. C'est un usage argumentatif. On met des mots pour appuyer un positionnement. Alors, le problème, pour montrer l'enjeu, le problème, c'est que ces logiciels, lorsqu'ils sont employés à ces décisions de masse que peuvent être les décisions administratives, créent des risques qui sont des risques industriels et qui provoquent effectivement des catastrophes industrielles quand ça tourne mal. Et donc j'en ai relevé deux exemples. Aux Pays-Bas, il y avait un algorithme qui dépistait les fraudeurs sociaux et à un moment, cet algorithme a été dénoncé par une ONG comme étant xénophobe. Et donc il y a eu une enquête très approfondie qui a montré qu'effectivement, c'était pas tellement... Il avait dit qu'il fallait sanctionner, et on avait effectivement sanctionné, non seulement en retirant le bénéfice d'allocations sociales, mais en demandant le remboursement des allocations versées à des gens particulièrement vulnérables. C'était les gens qui étaient au statut de réfugiés, ou qui étaient vraiment les gens les plus précaires, étaient les gens qui étaient tout à fait visés par ce profilage, sans qu'on sache tout à fait pourquoi. Je vous rappelle le principe de la boîte noire. Ça a été tellement loin que ça entraînait la chute du gouvernement des Pays-Bas à l'époque de Mark Rutte, qui ensuite ça faisait un de ses énièmes gouvernements. Vous savez, maintenant il s'est retiré de la politique et ils vont avoir un gouvernement d'extrême droite, mais il a été à la tête de beaucoup de gouvernements des Pays-Bas. Alors vous avez une affaire qui est moins connue, qui est celle du logiciel Horizon utilisé par la Poste de Sa Gracieuse Majesté en Grande-Bretagne, et qui a été établi par Fujitsu pour détecter des détournements de fonds par les fonctionnaires de la Poste. Et ce logiciel a fonctionné pendant une quinzaine d'années. Il a abouti à beaucoup de choses, puisque notamment à 550 sanctions erronées et à plus de 50 condamnations pénales, y compris des peines de prison. Sanctions qui ont été désormais renversées par la Court of Appeal de Londres. Et donc, vous imaginez, ce n'est rien moins que le plus grand scandale judiciaire de l'histoire du Royaume-Uni. Pourquoi ? Eh bien, figurez-vous que le logiciel Horizon était défectueux depuis le début, mais l'élément suivant est intéressant, la Poste le savait. Et elle l'a quand même utilisé. Mais maintenant, je suis tout à fait rassuré parce qu'à la suite de ce scandale sans précédent,
La Poste a dit qu'il retirait son logiciel en 2015 et qu'il allait le remplacer par un autre. Donc, tout va bien. Donc, vous voyez ces catastrophes. Pourquoi? Parce que, évidemment, ces algorithmes sont utilisés pour créer une masse de décisions et l'algorithme, il travaille toujours de la manière pareille. Donc, un algorithme défectueux, il ne va pas rendre une décision défectueuse. Il va en rendre des centaines de milliers. Et donc, ça provoque évidemment de gros dommages potentiellement. Ce qui inciterait à la prudence. Prudence que les informaticiens n'ont pas, parce qu'ils sont habitués à travailler en disant on va corriger au fil de l'eau, et que les politiques n'ont pas, parce qu'ils sont totalement éblouis par le mirage de l'intelligence artificielle, qui va leur permettre de regagner plus de contrôle et qui va leur coûter moins cher, leur explique-t-on. Et pour que ça coûte moins cher, il faut évidemment investir des milliards dans des recherches et pour créer des applications d'intelligence artificielle. Alors, qu'en est-il en France? Eh bien, une loi, la loi relative à la protection des données personnelles, a renversé une interdiction de principe des décisions automatiques qui se trouvait dans la classique loi informatique et liberté de 1978. Et donc, l'interdiction totale a été remplacée par une autorisation générale, et c'est le mouvement qui se passe actuellement, disons, de manière généralisée en Europe et qui est poussé en quelque sorte au niveau européen. Néanmoins, la France a pris soin de prévoir certaines garanties, peut-être en raison de cette culture de 40 ans avec la CNIL, etc. Et ces garanties sont intéressantes puisque si une décision est prise à l'aide d'une intelligence artificielle, il faut le mentionner explicitement et il faut mentionner les règles qui définissent le traitement. Vous voyez tout de suite l'éventuel problème. Il faut mentionner les règles. Je vous ai parlé qu'il y a des intelligences artificielles qui fonctionnent sur des règles, mais il y a des intelligences artificielles qui fonctionnent sur des données. On ne connaît pas la règle. Or, il faut les mentionner, ces règles. Donc, vous voyez, moi, je m'inscris dans une perspective pragmatique, c'est-à-dire que je vais y venir dans un instant, c'est, voilà une décision administrative prise à l'aide d'une intelligence artificielle qui ne me plaît pas, comment puis-je l'attaquer et la faire annuler? Ça, c'est une perspective pragmatique, si vous voulez, par rapport à une perspective qui dirait quelles sont les bonnes règles pour une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Si c'est la perspective d'un avocat qui veut mettre à néant une décision défavorable à son client. Et donc, c'est une grille d'analyse assez intéressante pour voir tous les moyens qu'on va pouvoir utiliser et qui vont permettre, en quelque sorte, de manière négative, de montrer quelles sont les règles qui peuvent potentiellement s'appliquer, en ne nous limitant pas aux règles spécifiques dont je parle maintenant, mais évidemment, et là vous allez devoir m'aider énormément, en parlant des règles de droit commun au niveau du droit administratif et du droit constitutionnel pour certains. Et donc, si la personne le demande, il faudra que l'administration signale, 1, le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision. Au fond, y a-t-il eu un humain dans la boucle, en quelque sorte? Encore que c'est largement illusoire, mais ça, on pourra en reparler au moment des questions. 2, les données traitées et leurs sources. Attention qu'il s'agit des données pour l'individu en question. Il ne s'agit pas de l'ensemble des données et des sources. Les paramètres de traitement, ça c'est très intéressant. Le cas échéant, leur pondération. Donc on voit que la loi pense dans la logique de systèmes experts avec des proxys. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, trop compliqué. Mais on pourra, si vous voulez, poser des questions là-dessus. Je vous expliquerai pourquoi il parle de ça. Et les opérations effectuées par le traitement. Donc on a quand même là une obligation de motivation qui me semble très importante. Plusieurs de mes collègues français qui sont spécialistes dans ces matières les jugent insuffisantes, mais moi, avec un regard d'étranger et, si vous voulez, du coup de comparatiste, je les trouve beaucoup plus avancées que presque partout ailleurs, sauf que je ne connais pas, bien entendu, très loin de là, toutes les règles qui sont ailleurs. Et puis, il y a un intéressant arrêt du Conseil constitutionnel du 12 juin 2018
qui déclare inconstitutionnel le recours à des algorithmes auto-apprenants susceptibles de réviser eux-mêmes les règles qu'ils appliquent. Pourquoi? Il y a deux principes constitutionnels qui seraient heurtés. Premièrement, il n'est pas garanti dans ce cas que les règles soient conformes au droit. Et deuxièmement, il y aurait, dit le Conseil d'État, dans une formulation que je trouve amusante, qui peut donner matière à réflexion, une délégation de pouvoir à l'intelligence artificielle qui serait opérée par l'administration. Alors, c'est intéressant de se demander en pratique, parce que cette règle-là est très très importante en pratique, tout ce que ça exclut. Donc, je vous dis, moi je me place toujours, je suis l'avocat qui veut faire annuler une décision. Donc, je dirais que tout algorithme dont on ne connaît pas exactement la règle qu'il applique est un problème. Auto-apprenants, ils sont toujours auto-apprenants. Chat, chien, ils ont appris eux-mêmes. Chat, chien. Légal, pas licite, pas licite. D'accord? Et donc, je me demande si, mais je vous pose la question, si à cause de cette décision, on ne pourrait pas contester toutes les décisions administratives qui sont prises par les IA de type 2, telles que je vous ai expliqué, c'est-à-dire par les techniques de profilage. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez et les conséquences éventuelles. Quels sont alors les autres moyens, toujours dans cette perspective pragmatique, que je pourrais soulever, ou que nous pourrions soulever tous ensemble, par rapport à cette décision administrative? Ici, je vous prie de m'excuser si les termes que j'utilise ne sont pas conformes à vos standards, et je sais que c'est une matière extrêmement précise, que moi le droit administratif français, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, je ne le connais pas. Non, pas du tout, je ne l'ai jamais appris, je ne le pratique pas, donc le droit belge n'est pas sans s'en être inspiré beaucoup, mais je ne sais pas si je ne dis pas des bêtises. Premièrement, il faut vérifier si la décision est conforme à la loi ou au règlement. Et là, je vais vous donner un exemple qui m'a semblé intéressant. C'est l'exemple Parcoursup. Dans l'exemple Parcoursup, il est indiqué expressément dans la loi, vous me corrigerez si je me trompe, que la loi ne poursuit pas avec ce système des fins élitistes. Donc on sait bien ce que c'est les fins élitistes, ça veut dire les meilleurs étudiants dans les meilleures facs, ou dans les meilleures grandes écoles, enfin, hautes grandes écoles, puisqu'ils sont aussi concernés par le système, du moins certaines d'entre elles. Or, quand vous regardez quel est l'algorithme de Parcoursup, alors ici j'emploie algorithme dans un sens plus précis, c'est-à-dire à la fin, quelle est la règle mathématique de décision. Et la règle qui est utilisée par Parcoursup, c'est un assez célèbre et ancien algorithme qui a été mis au point par Gale et Shapley, qui sont des Américains, et c'est un algorithme qui est utilisé pour faire des appairages, pour créer des couples. Donc vous avez vous avez une liste d'un côté d'étudiants, une liste d'institutions, et à la fin, vous devez mettre les uns en rapport avec les autres. Et donc vous utilisez l'algorithme de Gale-Shapley qui marche très bien quand les gens ont des préférences différentes. Donc par exemple, ça marche bien si le fait que les uns veulent plutôt étudier de la géographie alors que les autres préfèrent étudier Polytechnique et que les troisièmes veulent à toute force, on se demande bien pourquoi, étudier du droit. Bon, donc là, ça fonctionne assez bien. Par contre, et alors, de manière politiquement incorrecte, c'est un vieil algorithme, donc vous lui pardonneriez, on appelle cet algorithme de Gale-Shapley, en langage courant des informaticiens, l'algorithme des mariages stables. Donc on raconte ça avec, il y a des hommes et des femmes, les hommes se proposent aux femmes, comme sur Tinder, et les femmes
excusez le côté cliché, mais on est en 70 là, hein, dans les années 70. Et les femmes qui sont libres ou pas, qui sont en couple ou pas, peuvent aller sur Tinder et éventuellement changer de mec. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Là, alors là, ici, le cliché va devenir énorme. Hein. Donc, vous vous rendez bien compte que je n'endosse rien de ça. Je raconte la petite histoire telle qu'elle était racontée à l'époque. Le problème vient que toutes les femmes veulent sortir avec les mecs super canons et tous les mecs veulent sortir avec les femmes super canons. Dans ce cas-là, où il n'y a pas diversité des préférences, les uns géographie, les autres droits, etc., l'algorithme donne un effet élitiste. C'est-à-dire, à la fin, vous avez Brad Pitt avec Angelina Jolie. Vous voyez? Ça, c'est démontré. Donc, vous voyez, je voulais vous faire ce petit exercice, je serai beaucoup plus rapide pour le reste, pour vous montrer comment le juriste va être obligé d'aller regarder un peu plus dans la machine, bien que ça reste de la logique. Hein. On ne nous demande pas de mettre les mains dans le cambouis, c'est de la logique en fait. Hein. Ce ne sont pas des opérations, mais la logique juridique est à complètement renouveler, je pense d'ailleurs. C'est une tâche auquel nous devons nous atteler, dans la mesure où on peut tirer du fonctionnement prouvé de cet algorithme lorsque les préférences sont identiques, le fait qu'il est essentiellement élitiste. Et donc, je pense qu'on peut tirer un argument pour dire, il y a un problème, vous avez choisi une plateforme qui fonctionne selon un certain algorithme qui aboutit à des effets qui sont contraires aux fins que vous annoncez. Voilà. Donc, ici, j'ai été un peu plus dans le détail, mais pour le reste, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais survoler, parce que nous n'avons pas énormément de temps. Et après, on pourra très bien revenir sur les différentes catégories. Alors, ce qui est toujours mis en avant, c'est les algorithmes ont des biais. Ils sont discriminatoires. Et c'est une question, d'une part, c'est vrai. D'autre part, comment dire, le problème est que c'est l'arbre qui cache la forêt. Qu'il y a une sorte de... Enfin, il y a une très grande importance, et en plus dans ce pays, mais ce n'est pas limité à ce pays, au principe d'égalité, mais donc sous la forme non-discrimination. Et pourquoi c'est l'arbre qui cache la forêt? Parce qu'on a l'air de considérer... Moi, j'ai l'impression, quand je parle avec beaucoup de gens, spécialistes ou pas, que du moment que ce n'est pas discriminatoire, c'est OK. Et là, je ne suis pas d'accord en tant que juriste. Surtout si je parle à des juristes, je dis ça ne va pas. Parce qu'il n'y a pas que... l'absence de discrimination n'est pas l'alpha et l'oméga, ni de la légalité, ni de la Constitution, ni de l'état de droit. Il y a d'autres problèmes. Je viens de vous en montrer un. Il faut quand même encore que l'algorithme commence par être conforme à la loi. Mais, effectivement, il y a des problèmes de discrimination qu'on peut voir soit si l'algorithme utilise des catégories dites sensibles. Vous savez, s'il commence dans son profilage, s'il considère que les gens handicapés sont plus susceptibles de fraude que les pas handicapés, et qu'il utilise ça comme critère pour contrôler, on va contrôler 10 fois plus les personnes handicapées que les personnes non handicapées, il y a un problème. Ce qui touche à une catégorie sensible, imaginez évidemment la même chose selon le genre, l'orientation sexuelle et tout ce que vous voulez, l'origine ethnique, etc. Donc là, vous avez un premier problème. Alors, il faut le savoir. On va dire, mais l'algorithme ne va pas utiliser des catégories sensibles si on ne lui dit pas de ne pas utiliser de catégories sensibles. Attention, c'est vrai pour la première, les arbres de décision. Ou si on a été lui mettre un élément, il faudra que le juriste qui contrôle l'arbre de décision dise « Ah non, ça ne va pas ». Mais qu'est-ce que vous en savez pour les profilages, les techniques de profilage? Puisque vous ne savez pas comment il choisit un chat ou un chien, c'est-à-dire un fraudeur. Le chat, c'est le fraudeur. Le chien, c'est celui qui est
qui ne fraudent pas. D'ailleurs, c'est bien connu pour tous ceux qui ont des animaux domestiques. Tout ça est très réaliste. Donc, comment est-ce qu'on sait s'il n'a pas décidé que tous ceux qui avaient des cheveux d'une telle couleur étaient plutôt à mettre dans les fraudeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ici un problème. Il y a un argument qui a été soulevé dans une décision encore dans les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont, si vous voulez, au niveau de la technologie de la justice. Ils étaient déjà dans la managérialisation de la justice les premières au monde, ce qui a conduit au suicide d'un certain nombre de juges, malheureusement. Ils sont très, très professionnels, enfin très techniques, technophiles. Et ils font la même chose avec l'IA. Et du coup, ils essuient les plâtres, évidemment. Et c'est pour ça qu'il est... C'est pour ça qu'il est intéressant. En fait, on est amené, quand on discute des décisions, on discute pas mal de décisions des Pays-Bas, ce qui n'est pas justifié ni par la taille du pays, ni par le prestige de son droit, mais par le fait que plus vous mettez tout en application, ce genre de choses, plus les problèmes émergent rapidement, bien évidemment. Et donc, un juge a condamné un logiciel de détection à la fraude sociale, pas celui qui avait fait tourner le gouvernement, un autre. Parce qu'il l'estimait, donc c'est un argument qui est, celui-là est aussi soulevé, c'est l'argument en gros de la protection de la vie privée, c'est que les données qu'on utilisait étaient trop invasives pour l'objectif, certes légitime, de dépister les fraudeurs. Et que donc, pour atteindre cet objectif légitime, on peut utiliser des moyens, mais il faut que ces moyens soient proportionnés à la fin poursuivie. Vous connaissez bien évidemment cet argument tiré du principe de proportionnalité. Il ne faut pas le négliger non plus, même si, évidemment, j'aurais tendance à privilégier d'abord d'autres types d'arguments qui vont casser directement la machine, plutôt que cet argument que je dirais non pas subsidiaire au sens technique du terme, mais de second rang dans une argumentation. Vous voyez que le côté perelmanien reste très actif. Alors, il y a un côté qui est complètement oublié, en général par les juristes. Pourquoi? Parce que, évidemment, si on a fait droit, c'est parce qu'on n'aime pas les mathématiques. Donc, les algorithmes, déjà le mot algorithme et tout, ça sonne comme un mot mathématique. Donc, on ne va pas aller regarder de trop près. Grave erreur. D'abord, c'est de la logique. L'algorithme, c'est de la logique. Et quand il s'agit d'aider à prendre des décisions qui produisent des effets de droit, c'est de la logique juridique. Et donc, il va absolument falloir, ça c'est mon message à la jeune génération, qui en plus, ça tombe bien, est absolument la mieux équipée pour le faire, il faut évidemment rentrer dans l'algorithme lui-même, pour autant qu'on y ait accès. Si on n'y a pas accès, c'est un problème. Et s'il y a une boîte noire, c'est un problème. Donc, ce n'est pas vous qui êtes limité, c'est que l'algorithme qui a un souci. Donc, mais admettons qu'on puisse aller y voir. Il faut voir qu'en fait, l'algorithme soit de bonne qualité. Pensez aux exemples que je vous ai donnés en commençant aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui va permettre de mettre en cause la qualité de l'algorithme? D'abord, le jeu de données sur lesquels sont entraînées les fameuses IA qui font du profilage dont je vous ai parlé. Il faut que les données d'entraînement aient été obtenues de manière licite. Alors, par exemple, j'imagine que vous connaissez un certain logiciel américain qui s'appelle Clearview, qui va rechercher vos images sur vos réseaux sociaux et qui ensuite vous profile avec un certain nombre de points et fait en sorte que s'il y a une photo de vous, vous avez déjà tous fait cette expérience, parfois troublante pour moi, je dois dire, tout d'un coup, vous avez été repéré sur une photo. En plus, on me voyait assez jeune, jouer au poker dans un établissement borgne. Vous voyez, donc, j'étais content, moi, d'avoir été repéré. Vous avez été tagué. Hein? Et donc, avant, c'était vos amis qui, gentiment, vous dénonçaient, quoi. Et maintenant, c'est l'IA, en fait, qui vous repère. Et donc, vous êtes parti pour la chasse aux photos sur Internet. Et inutile de vous dire que la photo datait d'une période où l'Internet n'existait pas encore dans
la tête de ses concepteurs. Hein, donc, mais on peut très bien mettre des vieilles photos. Et donc, il faut que les données aient été obtenues de manière licite. Or, vous avez, hein, quand on va utiliser les caméras de surveillance dans les Jeux Olympiques, etc., on va permettre de manière exceptionnelle de la reconnaissance en temps réel, non seulement pour poursuivre des criminels reconnus, mais pour des personnes sans casier, dont on estime qu'elles ont un comportement dans l'espace public qui fait craindre qu'elles ne passent à l'acte. C'est ça qu'on va faire, hein, je veux dire, dans 56 jours. C'est ça qui va être fait, c'est décidé. Hein. Ça n'est pas de la science-fiction. Hein. Et donc, une fois que vous avez repéré l'individu, vous essayez de l'attraper, mais vous voulez l'identifier. Et vous l'identifiez par rapport à un certain nombre de points. Vous savez qu'en quelques points, on est identifié par sa face. Mais pour ça, vous allez où chercher vos infos? Alors, vous pouvez aller dans les fichiers d'identité, j'imagine, des cartes d'identité. Oui, mais si ce n'est pas un Français, hein, si c'est un Belge. Est-ce que vous allez utiliser les photos Clearview? C'est illicite. Mais ils ont des milliards. C'est tentant, ils ont des milliards de profils. Bon. Alors, il faut que ces données soient pertinentes. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'IA, mais pour déterminer si un candidat réfugié est mineur ou majeur, ce qui entraîne des graves différences de traitement, on utilise dans plein de pays, dont je crois en Europe, ou en tous les cas dans les pays européens, des mesures de ces eaux. Or, il apparaissait que les critères étalons ont été fixés sur base d'adolescents américains des années 50. En quoi est-ce que des données relatives aux mensurations de corps d'adolescents américains des années 50 valent pour des enfants africains des années 2020? Rien de problème. Donc, vous voyez, il va falloir une enquête approfondie. C'est quoi votre jeu de données? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est licite? Est-ce qu'il est pertinent? Ça n'a même rien à voir avec l'algorithme. Hein? Enfin, avec l'algorithme au sens strict Gale-Shapley, avec le critère de discrimination, de décision. Il ne faut pas employer discrimination comme ça. Ça pourrait porter à confusion. Et puis, vous avez l'efficacité. Par exemple, vous avez un logiciel qui est très intéressant, qui pose plein de problèmes, le logiciel Compass, qui est un logiciel qui est utilisé aux États-Unis, dans beaucoup d'États aux États-Unis. Il a d'ailleurs des concurrents, mais c'est le plus connu, développé par la firme Northpoint, et qui permet d'établir le risque de récidive d'une personne condamnée. Et donc, ça sert pour les audiences de libération conditionnelle à moitié, 2 tiers ou fond de peine. Hein. C'est aussi utilisé, comme dans une célèbre affaire qui était très contestée, enfin qui a été très médiatisée, très critiquée et critiquable aux États-Unis. C'est aussi utilisé pour déterminer la peine d'un condamné, hein, sur base du critère de la dangerosité. Or, ce qui est merveilleux, c'est que les informaticiens sont tombés amoureux de cet algorithme, et donc vous avez plein de publications dans les revues scientifiques informatiques, gens qui ne sont pas du tout juristes, sur cet algorithme. Et à la fin des fins, ils ont découvert qu'il était bien sûr discriminatoire contre les personnes noires, mais ça, vous en doutiez déjà. Mais pour ce qui nous concerne, il est apparu que son taux d'efficacité était de 65%. Et on a vu comment faisaient les juridictions d'application des peines, le juge d'application des peines, quand il n'a pas cet algorithme. Et là, on a vu que les juges, sans l'algorithme qui a 137 paramètres tenus secrets par ailleurs, eux ont un score d'environ 70%. Donc l'algorithme fait en gros moins bien que les juges. Bon. Eh bien, il est quand même utilisé. Et dans certains États, la loi l'impose. 65%. Alors, normalement, pour des raisons que
les scientifiques présents dans la salle pourront nous expliquer, qui sont à voir avec la loi normale et avec la trigonométrie, etc. Les informaticiens, ils aiment bien employer la loi de Pareto. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont trouver que leur système est efficace à 80%. Mais si vous appliquez ça, pour des juristes, ils dressent les cheveux sur la tête, parce que c'est l'histoire de l'algorithme Horizon, là, de la poste anglaise. Peut-être qu'il a trouvé que dans 80% des cas, il a trouvé la bonne réponse. Mais imaginez qu'on se trompe, on décide qu'est fraudeur, hein, sur 10 dossiers de fraudeurs, on décide de les priver d'allocation, il y en a 8 qui sont effectivement des fraudeurs et 2 qui sont des parfaits innocents. Vous multipliez ça par je ne sais pas combien de dizaines de millions de dossiers. Vous imaginez tout de suite catastrophe industrielle. Donc ce seuil de 80% est vraiment problématique, d'autant plus qu'il n'est souvent pas atteint. Et alors les informaticiens disent, j'ai vu ça pour le fisc belge, des documents un peu confidentiels, mais enfin bon, on se débrouille. Et donc ils disent, ah, on n'est encore qu'à 53%, mais c'est mieux parce que l'année dernière on n'était qu'à 47%. Vous vous rendez compte, à moins de 50%, vous lancez une pièce. Hein, selon la théorie des probabilités, à 50%, une pièce à pile ou face fait mieux que vous. Hein. Mais on s'améliore déjà. Hein. On n'était qu'à 47, on arrive à 53, et l'objectif, c'est, bien sûr, on va arriver à 80. Mais en attendant, c'est appliqué, c'est utilisé, cette chose. C'est totalement imprudent. Hein. Donc je pense qu'il y a un moyen d'annulation, je le soumets à votre avis, en disant cet algorithme n'est pas fiable, il n'est pas raisonnable d'utiliser cet algorithme puisqu'il se trompe dans 20, 30, 40% des cas. Et puis vous avez un problème, vous avez le problème de la motivation de la décision où aux États-Unis, on a notamment dans l'affaire Loomis contre Wisconsin, cour d'appel du Wisconsin, le monsieur qui a été super condamné parce qu'il était considéré comme hyper à risque de récidive, dit « Mais enfin, moi, je voudrais bien connaître les paramètres de l'algorithme. » En France, il en aurait le droit. Et là, on va lui dire « Ah ben non, parce que c'est un algorithme secret qui est protégé par la propriété intellectuelle d'une firme privée. » Ça, c'est impossible pour nous, bien entendu. L'État, dans quelques-unes de ses composantes, ne peut évidemment exciper des contrats qu'il a conclus avec des tiers pour justifier qu'ils ne remplissent pas les obligations que la loi met à sa charge. C'est évident. Mais attention, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous pensez peut-être à la France qui peut même concevoir ses propres algorithmes. Mais pensez à des petits pays. L'Europe n'est fait que de petits pays, on en parle beaucoup pour le moment avec les crises internationales. Les petits pays baltes, la Belgique, etc. Ne pensez pas qu'ils ont les moyens. Donc tous ces gens achètent leurs algorithmes à des firmes privées qui leur imposent des restrictions et qui pompent aussi les données pour d'ailleurs faire une justice qui va devenir aussi globale que leur clientèle, puisqu'ils vont utiliser des cas baltes pour nourrir, en quelque sorte, parce que vous n'avez pas la masse critique de décision en Lettonie pour nourrir une intelligence artificielle. Il va donc falloir grouper. Hein, c'est une manière intéressante de penser l'harmonisation du droit. Alors, tous les États, et vous verrez que si vous relisez la loi française, ou le décret plutôt, que c'est dedans, réservent le secret. Et notamment l'argument de « c'est un algorithme pour détecter les fraudes, vous ne pensez quand même pas que je vais dire aux Français ou aux autres personnes comment je détecte les fraudes, parce qu'évidemment, ils vont pouvoir ruser avec l'algorithme. » Tout ça est tellement vrai, tellement formidable, ça ne heurte qu'un seul principe, celui de la publicité, que les lois ne peuvent pas être secrètes dans notre Constitution et dans la Constitution d'aucun État démocratique. Donc, ça me semble poser un problème juridique très grave. L'invocation de la boîte noire, je voudrais bien vous dire les raisons, mais je ne les connais pas moi-même. Et alors, du coup, je garde le meilleur pour la fin.
les juristes partisans de l'intelligence artificielle disent « mais c'est pas grave, on va faire un premier logiciel avec boîte noire qui va prendre la décision, et puis un chat GPT à côté qui, elle, va la motiver. » Et quand on leur dit « mais ça ne nous permet pas de contrôler la légalité de la décision, de l'algorithme », dit « mais c'est comme pour les juges, hein, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, et après, ils motivent leur décision pour la rendre légale, mais ce n'est pas dit que c'est les vraies raisons. » Alors cet argument est un sophisme, mais je vous laisse le soin de le décortiquer, on y reviendra dans la discussion. Dernier point, et j'en aurai terminé, nous venons de voter, nous venons de prendre en Europe, il y a très peu de temps, ce qu'on appelle maintenant, on appelle tout du nom anglais, donc le règlement sur l'intelligence artificielle, l'IA Act. Vous savez qu'un règlement européen est d'application immédiate dans toutes ces dispositions, sans besoin d'aucune transposition, que ce soit en France ou ailleurs. Et donc, il y a, me semble-t-il, un malentendu tragique, et d'autant plus tragique qu'il a été savamment entretenu, dans la mesure où on nous a dit c'est la première régulation de l'IA au niveau mondial, et qu'on a vendu aux citoyens, mais aussi les parlementaires européens sont à fond là-dedans, de dire ça va nous permettre de garantir que les droits fondamentaux des citoyens sont effectivement respectés dans les algorithmes, parce que la loi européenne, le règlement européen, a prévu un dispositif de contrôle. Et là où c'est merveilleux, c'est qu'au lieu d'être un dispositif ex post, c'est-à-dire moi, avocat teigneux, qui vais poursuivre tel algorithme pour essayer de réparer la catastrophe industrielle qui s'est produite, on va stopper les problèmes à l'entrée ex ante. Eh bien, ce n'est pas ça que la Commission européenne, qui a le monopole de l'initiative, comme vous le savez, au niveau législatif européen, a voulu faire, et ça n'est pas ça l'effet principal de l'IA Act. L'effet principal, en fait, l'IA Act est une législation qui a été prise, c'est clairement expliqué, en motivation et sur base des références au traité, pour réaliser le marché unique au niveau de l'IA. Et pour réaliser un marché unique, vous devez supprimer les barrières nationales. Et quelles étaient les barrières nationales au niveau de l'IA? Des règles nationales qui disaient, attention, vous ne pouvez pas utiliser l'IA, par exemple, pour rendre des décisions judiciaires. Ce qui est le cas aujourd'hui en France. Vous ne pouvez pas utiliser une IA pour rendre la justice. D'accord? Eh bien, on va supprimer ces interdictions nationales dans la mesure où les États ne peuvent pas interdire quelque chose qui est autorisé par l'IA Act. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui est autorisé par l'IA Act? Et là, j'arrive tout doucement à la fin de mon exposé, mais vous allez voir, ça va aller très vite, même si l'IA Act est très long. Mais c'est là où un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Vous avez quelques petits points qui sont interdits, dont la liste s'est beaucoup allongée pendant la discussion au Parlement. Du coup, vous allez me dire, mais c'est formidable. Plus on allonge la liste des interdits, plus on se protège. Détrompez-vous. C'est parce qu'avant, on avait dit, il y a une chose qui est horrible, c'est le crédit social chinois. Donc ça, on interdit en Europe. Et puis, il y a les banques qui sont venues dire, nous, on fait du credit scoring. Hein? Aux États-Unis, votre score bancaire de crédit, il est public. Il détermine si vous pouvez louer un appart, si vous pouvez même être engagé, si on va vous engager, etc. Et vous savez quoi? Les Chinois, quand ils ont décidé de faire leur crédit social, se sont basés sur le système américain. Donc, je veux dire, on se raconte, il faut faire attention. Heureusement que nous, on est juristes, qu'on voit les choses, mais il faut faire attention à ce qu'on nous raconte. Parce que là... Et donc, finalement, on a dit, non, on ne peut pas utiliser un score pour une autre activité que celle du score lui-même. Autrement dit, le crédit bancaire, c'est pour voir quel est, un peu comme les agences de notation. Vous avez vu, la France a été rétrogradée. Désolé de vous
rappeler une mauvaise chose, elle a perdu une petite note d'une agence de notation, eh bien, le credit scoring, c'est la même chose, mais appliqué à vous. Donc, ça veut dire que si vous perdez dans votre score, eh bien, ça veut dire que vous avez plus de risques de défaut, ce qui fait que soit on ne vous prête pas, soit on va vous prêter, mais à un taux plus élevé. Hein? Donc, ça pourrait être utilisé pour les prêts bancaires, mais on ne pourra pas utiliser pour vous engager ou pas. Vous voyez, c'est ça l'idée. Etc. Donc, ça, c'est les interdits, dont la liste est aussi longue que le nombre d'exceptions. En fait, il n'y a pas grand-chose qui est interdit. On avait décidé, on a interdit la reconnaissance en temps réel dans l'espace public. Je viens de vous expliquer que dans 56 jours, la France va être le terrain d'expérimentation, Paris plus exactement, va être le... Ah non, parce qu'il y a plusieurs sites. Plusieurs sites pour les... Je ne sais pas si Montpellier accueille les Jeux, mais et donc tous les endroits où il y aura va être un seuil d'expérimentation de ce qui était interdit. Donc on a dit c'est interdit sauf. Hein? Vous êtes juriste, vous savez que ce qui est important, c'est ce qui est écrit après le principe et c'est le sauf. Hein? Alors après vous avez les hauts risques. Et je ne vous parle pas des bas et moyens risques parce qu'il n'y a pas d'obligation. Mais sur les hauts risques, là, il y a quelque chose. Et donc, regardez, vous trouvez là-dedans tout ce qui est biométrie, on vient d'en parler, l'éducation et la formation, y compris Parcoursup, hein, l'emploi et le travail, chasse aux fraudeurs des chômeurs, engagement par logiciel. Hein, tout ça existe déjà. Hein. Service public essentiel et allocation sociale, chasse aux fraudeurs. Police, on vient d'en parler. Migration, asile, contrôle aux frontières, là c'est l'Union européenne elle-même qui développe ces algorithmes. Et, ce qui nous intéresse un peu quand même, justice et procédure démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est à haut risque? Je vous le fais bref parce qu'il est temps. Ça veut dire que c'est autorisé. Ça veut dire que ce n'est pas interdit. Et tout ce qui est autorisé ne peut pas être interdit par les États membres. Est-ce que ça veut dire que la France va être obligée de remplacer ses juges, dont certains d'entre vous, vous serez juges? Est-ce qu'elle va être obligée de remplacer ses juges par des robots? Absolument pas. Elle fait encore ce qu'elle veut. Et c'est ça qu'on me dit. Alors, mais attention, monsieur, la France souveraine, une et indivisible, n'est pas obligée. Mais moi, je vous explique comment ça va se passer. Vous avez l'open data de toutes les décisions judiciaires. Là-dessus, vous allez avoir des gens, et quand je dis vous allez avoir, je ne me fais pas grand mage, tout ça est en cours. Je connais des gens qui travaillent à ça, qui vont faire des algorithmes de type 2. Hein, vous vous rappelez ceux qui sont fondés sur les données et qui sont basés sur créer des ensembles pour prendre des décisions, sur le profilage, sur base de certaines... Enfin bon, peu importe, j'ai plus le temps de développer. Et ils vont fournir ça à qui? Aux avocats. Et puis alors l'avocat, il va venir avec des arguments. Dans 80% de ce type de décision, lorsque la personne concernée est une femme célibataire qui a un enfant en bas âge de moins de 3 ans, la jurisprudence française dit ceci. Et le juge il va dire à son chef de corps, et je réponds à ça comment? Vous pourriez pas m'acheter le logiciel, monsieur? Vous comprenez comment ça va se passer? Et donc, ce qui va... Mais alors, puisque c'est au risque, il y a des règles. Oui, ces règles vont être définies par des normes techniques, établies par, en gros, les fabricants de logiciels eux-mêmes, qui vont décider de la protection de la jeunesse, du respect des droits fondamentaux, de la garantie de la vie privée. Et il y a une bataille des normes qui est en cours, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Et vous allez voir que ça va se finir, c'est ma dernière prédiction, je n'ai pas eu le temps de la développer, c'est prévu qu'on ait des normes européennes, parce qu'attention, nous en Europe, c'est l'état de droit. En réalité, vous allez voir qu'on va avoir des normes globales. Pourquoi? Parce que la plupart des IA qui sont fabriquées, qu'on utilise notamment dans la surveillance, c'est des IA chinoises et des IA américaines. Hein? Donc, en réalité, voilà comment on fait, pour faire le lien avec la conférence de demain, si vous êtes intéressé, voilà comment on fabrique du droit global. Je vous remercie.
merci. Merci, cher Benoît, donc, pour cet exposé à la fois très enlevé sur le ton, très voire humoristique, mais dont le diagnostic est quelque peu sombre. En tout cas, c'est un appel non seulement à venir demain pour écouter à nouveau Benoît Friedman sur le droit global, mais c'est peut-être aussi un appel à se mobiliser pour les élections européennes, puisqu'il faut créer un espace numérique européen pour supporter la concurrence lourde et vorace à la fois du géant américain et du géant chinois. Donc on a bien compris que ce qui est en jeu ici, c'est la régulation étatique qui est menacée, puisque si j'ai bien compris, on est en présence d'un phénomène qui va vers de plus en plus d'obstacles qui vont être levés de plus en plus, notamment on aura le droit d'utiliser des données issues de pays étrangers. Donc je me demande si ce n'est pas une illustration, cette intelligence artificielle, de ce que d'aucuns appellent l'anarcho-capitalisme. C'est une forme de néolibéralisme, ultralibéralisme, effréné, sans le moindre frein ou contrepoids d'ordre étatique. Donc c'est assez inquiétant. Évidemment, ton propos suscite un grand nombre de questions, je n'en doute pas, d'autant plus que le public est venu très nombreux. J'aurais juste une question à te poser pour commencer. Tu parles de logique, les algorithmes fonctionnent sur la logique, mais je me demande si le mot n'est pas un peu bienveillant, dans la mesure où en fait tout est basé sur un enregistrement de données, et à partir de telle et telle donnée, les machines qui gèrent ces algorithmes réagissent de façon un peu pavlovienne. Donc je me demande si ce n'est pas plutôt de la causalité bête et méchante de type empiriste plutôt que de la logique, ce dont procède l'intelligence artificielle. C'est ma première question. Oui. C'est une question centrale, Alexandre, sur laquelle tu as mis l'accent. Et je vous avais dit, il faut repenser la logique à l'occasion de ces... parce que j'en doute, je n'ai pas bougé. Mais on n'a plus vraiment besoin de ça, mais je préfère laisser le PowerPoint, parce que si vous me rappelez à certains points précis, on aura accès au texte. Et donc, je m'intéresse par ailleurs à ces questions de logique. Et voilà ce que je peux en dire pour répondre, puisqu'elle est centrale. C'est malheureusement une question un peu technique, que d'ailleurs je n'ai pas voulu aborder ici. Et donc, c'est pas que je vous demande de me croire sur parole, mais je vais être un peu dans l'évocation plutôt que dans l'analyse très précise. Il y a bien une logique à ces algorithmes qui est une logique qui n'existait certes pas du temps d'Aristote et qui est fondée sur la théorie des statistiques d'une part et des probabilités de l'autre. C'est quelque chose qui a été mis en évidence au cours du XIXe siècle. Donc, avant le XIXe siècle, on ne savait pas que ça nous semble tout à fait logique de dire, tiens, il y a eu 2% de moins d'accidents de la route cette année que l'année dernière, où il y a eu 2% de plus d'homicides. Mais en réalité, avant, on ne le savait pas, parce qu'on ne faisait pas de statistiques, et on n'avait pas idée de quelque chose qui a sidéré certains scientifiques au XIXe siècle, à savoir qu'il y avait une sorte de consistance de la société. Parce que je vous demande de vous replonger comme quelqu'un du XIXe siècle, et tout d'un coup on vous dit « Ah ben oui, mais tous les ans il y a environ le même nombre de meurtres. » Et pourquoi donc ? Sur cette base-là, s'est construite la théorie des probabilités qui existait déjà, comme vous le savez, qu'on avait commencé à bien approfondir au XVIe et XVIIe siècle, a pu rejoindre la théorie des statistiques dont une partie importante consistait à amasser des données, puisqu'avant on n'en savait rien, le nombre de meurtres on ne savait pas, on en jugeait quand ils s'en présentaient et qu'on avait trouvé le coupable ou celui qu'on pensait tel. Et donc, à partir de 1900, on a la fameuse découverte de la courbe Gauss-Laplace, que tout le monde connaît,
qui est cette courbe normale là, qui ressemble à la courbe en cloche, comme on l'appelle. Et sur cette base-là, on peut faire des calculs de probabilité et donc considérer que ça permet de faire avec un certain coefficient d'erreur. Donc on n'est pas évidemment dans de la logique du certain, mais dans de la logique du probable. On peut effectivement dire que, en gros, les choses vont se répéter. Et donc, c'est sur base de ces outils-là que les algorithmes vont fonctionner. Le problème, c'est que dans ces algorithmes qui nous paraissent de mots intelligence artificielle, ce qui nous est fascinant, c'est la puissance de calcul qui permet de gérer des milliards de données et de les soumettre à des millions de paramètres. Et ça produit un effet. Par exemple, ChatGPT, ça parle. Mais il a analysé, il a lu tous les livres, comme a dit un célèbre poème avant lui, il a lu tous les livres et il calcule sur base des signes précédents le mot suivant. Et ça donne quelque chose de bluffant. Bon. Donc ça marche, en quelque sorte. Mais alors, le problème, c'est que dans les algorithmes de prise de décision, on utilise en fait des techniques qui datent d'environ 1850 et qui conduisent à de graves problèmes de l'ordre de ceux que tu soulèves. Notamment, je ne veux pas ici être technique parce que je sais que nos connaissances mathématiques à tous réunis, sauf les polytechniciens dans la salle, sont réduites, c'est ce qu'on appelle la réduction linéaire. Réduction linéaire qui est une technique qui a été mise au point par Galton, qui est le père de l'eugénisme, dans des circonstances que je n'ai pas le temps de vous raconter, qui sont très marrantes, qui aident à comprendre. Mais en gros, je vous le figure, vous avez un nuage de points. Ce nuage de points, c'est toutes les décisions prises par les juges, et vous réduisez ça à une seule droite, qui n'est pas une droite, évidemment, dans l'intelligence artificielle, puisqu'on est sur 137 dimensions, c'est juste infigurable pour nous, mais s'il n'y en avait que deux, ce serait une fonction de type ax plus b. Et donc, l'IA, je simplifie, elle prend le nuage de points des décisions judiciaires, elle réduit ça à ax plus b, vous lui soumettez égal y, bien sûr, vous lui soumettez un x, c'est-à-dire un nouveau cas, et elle vous sort un y. Mais évidemment, cette courbe est une courbe d'une approximation. Elle ne correspond à aucune décision judiciaire réelle. Elle est là pour les scientifiques, ça leur rend des stats de service qu'on pourrait expliquer, ça leur permet de savoir, pour des x qui sont à peu près comme ceci, j'ai beaucoup de chance d'avoir à peu près un y comme cela. C'est à ça que ça sert, c'est pour se repérer. Mais là, ça va utiliser le ax plus b comme mode de décision. Et ça, c'est de la normalisation du comportement, de l'écrasement, alors que si les décisions judiciaires sont différentes, c'est peut-être parce que les cas sont différents. Vous comprenez? Donc ça écrase tout. Même si on dit, oui, mais non, je n'écrase pas, Friedman dit n'importe quoi parce qu'il utilise quelque chose en 2 dimensions et moi j'ai 12 millions de dimensions. Donc, mais je pense que le nombre ne fait rien à l'affaire. Il y a quelque chose de pourri au royaume de la logique algorithmique. Mais il y a bien une logique. Après, je pense qu'il appartient désormais aux juristes aussi, en travaillant avec d'autres, bien sûr, on n'a pas toute la science infuse, de démonter ces choses-là. Mais vous vous rendez compte que là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique et qui sort un peu du cadre, mais qui est fondamental. Alors, avez-vous des questions? Oui. Alors, si on a un micro, on a le micro de manière ici. à ce que... Oui, à ce que vous soyez entendu par les auditeurs. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention particulièrement éclairante. Dans la continuité de ce qui a été dit juste avant, est-ce qu'on assisterait donc à la fin des revirements de jurisprudence, puisque les algorithmes, les intelligences artificielles,
ne font que répéter perpétuellement quelque chose qui s'est passé et estimer la décision la plus probable, est-ce que donc on ne verra plus jamais de revirement de jurisprudence? Question... c'est en train de tomber. C'est pas grave, c'est pas grave. Question très, très pertinente. La logique algorithmique n'est pas la logique de la jurisprudence, au sens où, je vais dire 2 points. Le premier point, c'est qu'un algorithme ne connaît pas ce sur quoi repose toute la prudence et donc la jurisprudence, c'est-à-dire l'écart entre le général et le particulier. Vous avez tous étudié ça. Il y a une loi générale, il faut l'appliquer à des cas singuliers, et entre les deux, il y a la prudence du juriste, du juge, éclairé par les avocats. D'une certaine manière, ce que je dis est peut-être la base, avec pour moi le principe du contradictoire que j'ai glissé subtilement, la base de la raison juridique. Cette manière d'aller du général au particulier avec un éclairage contradictoire. Mais disons qu'ici, on ne parle évidemment que le contradictoire disparaît. On ne va plus plaider, on va faire comme l'idéal de Leibniz. Leibniz, qui était juriste, qui détestait les arguties, a écrit « Il viendra un temps où 2 juristes qui s'opposeront sur une cause se mettront à une table et diront, il s'exprime en latin, « calculemus », calculons. Donc on n'allait plus discuter, on ne va plus argumenter, on va calculer la solution juste. Après, il avait différentes techniques pour cela, qui ne marchaient pas, mais qui sont quand même très bien vues. Je veux dire, la différence entre nous et Leibniz, ce n'est pas tellement l'intelligence, la différence entre ou les techniques même, c'est la puissance de calcul qui change tout. C'est ça qui change tout. L'enregistrement des données aussi. Le fait qu'on ait beaucoup de données et qu'on puisse les calculer. Ça, c'est les 2 choses nouvelles. Mais autrement, en termes d'invention mathématique, etc., peut-être que je ne suis pas de bon compte parce que les gens qui font ça sont très très intelligents et que je ne comprends pas ce qu'ils font. Mais ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est des choses 19e siècle. Et, pardon. Je voulais dire 2 choses. La première, c'était cette histoire du général et le particulier. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans une logique où finalement, il n'y aura plus de procès. On est dans une logique régulatoire où l'idée, c'est... Et donc, vous comprenez pourquoi il n'y a plus de jurisprudence? Parce qu'un revirement de jurisprudence, ça signifierait qu'on s'est trompé, mais on ne se trompe jamais. On est dans quelque chose où les nouvelles données, bien sûr, il y aurait de... Tout ça est purement... Alors, attention, c'est de la mystification. Là, on est dans de la mystification en race campagne. Je ne suis pas en train de vous faire de la logique. Mais on est dans une utopie ou une dystopie dans laquelle, en réalité, on a une régulation automatique. Pensez à la route. Pensez aux voitures intelligentes. Les voitures intelligentes supposent des routes intelligentes, il n'y aura plus de feux rouges, etc. Mais tout ça se régule et il n'y a plus d'accidents. Enfin, si, il y aura des accidents, mais c'est très très rare. On aura un avocat pour régler tous les cas d'accident. Et en fait, on aura une responsabilité objective. Et donc, vous voyez, on est effectivement dans une logique, si on pousse un peu le bouchon, mais je crois que c'est vraiment ce qu'ils veulent, on est dans une logique où vous pouvez balayer. C'est le vieux rêve des ingénieurs, au moins depuis Saint-Simon. C'est remplacer les juristes. C'est de l'épistocratie à fond. Et c'est vrai. Vraiment, c'est un cas. On a là, ici, la revanche, l'énième tentative des ingénieurs de prendre leur revanche. Il faut bien avoir présent à l'esprit que l'IA est bête. Elle est bête puisqu'elle est incapable effectivement de déroger en quelque sorte au syllogisme bête et méchant, qui consiste à subsumer le particulier sous le général, et elle ne raisonne qu'en termes de probabilité. En revanche, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est sa performance technique. Elle est performante techniquement, mais elle est incapable donc de faire des revirements de jurisprudence, de raisonner par intuition, de raisonner en équité. Et effectivement, on assiste à une transformation, si on la laisse évoluer comme de la sorte, on assiste à une transformation de la régulation juridique
qui sera effectivement une régulation qui ne sera plus d'ordre politique, mais scientifique ou technologique. Absolument. Changement de paradigme total. Alors, d'autres questions? Oui. Isiane Lapouge. Merci. Donc je vous remercie aussi pour cette présentation. Et je voulais, dans la continuité de la question qui va être posée, avoir peut-être un avis un peu plus positif pour parler plus d'un... Est-ce qu'on n'est pas aussi face à quelque chose de nouveau, un nouveau phénomène et donc un problème de formation? C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait repenser le droit et repenser le jugement avec, non peut-être pas donc des décisions automatisées, mais en tout cas une aide à la prise de décision. Parce que là, ça reste que des données quantitatives, essentiellement. Et le problème des données quantitatives, c'est qu'il est aussi nécessaire d'avoir une interprétation de ces données-là et aussi donc de faire la part des choses pour le juge entre le fait qu'il y ait beaucoup de décisions qui vont dans ce sens-là et est-ce que, dans mon cas précis, je dois aussi aller dans ce sens-là. Et là, c'est vrai que ça demande de former plus, une nouvelle formation de la part du juge pour utiliser ces nouveaux outils. Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas la question, dans les exemples que vous avez évoqués, où on a souvent un recours quand même sur ces décisions qui ont été proposées par l'IA, et au final que la procédure et la possibilité de faire appel devant un juge, cette fois-ci des décisions, est déjà pas un outil intéressant pour limiter les risques? Alors, je vous remercie pour cette question. Il y en a même deux. Particulièrement intéressante. Donc, y a-t-il des usages positifs de l'IA dans le domaine du droit et même, disons, carrément du droit sur le plan judiciaire, juridictionnel? Et deuxièmement, les recours. Alors, effectivement, les recours, c'est ça la solution, jusqu'à temps que vous mettiez entre les mains du juge un logiciel d'aide à la décision. Parce que même, il y a plein d'arguments qui expliquent pourquoi ça ne change rien, l'humain, dans la boucle. Résumons très vite. Premièrement, vous avez un biais qui est favorable à la décision automatisée. C'est très difficile pour un humain de remettre en cause la décision d'une machine. C'est de la psychologie. Deuxièmement, quand vous donnez à un juge un outil pareil, vous lui dites, jusqu'à présent, vous rendiez 50 décisions par mois, ce qui est déjà beaucoup, disons 30 décisions par mois. Maintenant, vous allez en rendre 3000. Mais attention, vous n'êtes absolument pas tenu de respecter ce que vous dit l'IA. Simplement, si vous prenez votre propre décision, à vous de la motiver, que ce soit béton. Et ne vous faites pas réformer par l'IA d'appel. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà quelle risque d'être la tendance lourde. Donc, le recours risque de ne pas y résister. Je reviens à votre première question, les usages positifs. Et là, encore une fois, je vais être très rhétorique, à la fois au sens de Perelman et d'Aristote, voire plutôt des sophistes de l'Antiquité d'ailleurs que d'Aristote, des rhéteurs. Ce qui me frappe comme naïveté incroyable de tous ceux qui font d'IA au niveau d'aide à la décision judiciaire, c'est que c'est l'image du juge robot. Or, nous le savons, un jugement, ça implique une décision entre deux prétentions contradictoires qui, à un moment, il y a une part de décision précisément. Il faut choisir, il faut trancher. Par contre, là où les IA vont être formidablement performantes, me semble-t-il, je vous disais, ça va rentrer par les avocats. Et moi, en m'intéressant à l'argumentation judiciaire, c'est une magnifique machine à fabriquer des arguments. Je vous donne un cas d'école. Une personne est licenciée, travaillant dans le secteur de la distribution, est licenciée pour faute grave pour avoir dérobé un produit à son patron. La question en droit pour nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'un vol est une faute grave? Et on va discuter, est-ce qu'il s'agit de vol répété? Est-ce qu'il s'agit d'un petit chapardage de rien du tout, etc.
qu'est-ce que vous avez à voir comme argument nouveau qui n'existe pas pour le moment? Grâce à l'analyse des décisions numérisées. Vous allez avoir un argument comme ça qui va être de dire, monsieur le juge, c'est vrai qu'en principe, le vol par un employé est une faute grave. Néanmoins, mon programme me dit qu'en France, dans 80% des cas, lorsque l'auteur du vol est une femme mère célibataire et qu'elle a volé du lait en poudre ou des produits alimentaires pour nourrir son bébé, le juge ne l'a pas condamné pour faute grave. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir comme argument aujourd'hui. Et puis, bien sûr, l'autre avocat, il a aussi son logiciel. Hein, et donc, il va dire, oui, mais attention, mon confrère a raison, mais moi, j'ai fait tourner ma machine. Ça vaut uniquement pour les gens qui travaillent en grande surface. Par contre, ici, il s'agissait d'une petite épicerie. Et dans 80% des cas où l'auteur du vol est dans une petite épicerie où on connaît bien le patron, etc., à ce moment-là, la jurisprudence condamne quand même pour faute grave. Et donc là, ce que vous voyez, c'est au fond le contraire de ce que je vous répondais. Mais je ne sais pas si vous y verrez une contradiction ou pas, c'est parce que l'usage a changé. Hein, il faut mettre l'IA au bon endroit. Hein, c'est que vous allez ici avoir des nouvelles circonstances de fait que l'on va utiliser pour en faire des arguments de droit en se fondant sur une nouvelle analyse plus approfondie des précédents. On va dire, oui, mais attention, ça c'est pas la common law, etc. Mais c'est ce qu'on fait dans la jurisprudence. C'est bien ça qu'on fait dans la jurisprudence. On s'appuie sur des nouvelles circonstances en disant, ben ici, il faut distinguer. Qu'on vient pas de... Il faut faire une distinction fondée sur ce critère qui, en fait, est pertinent en droit. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans l'argumentation juridique, mais c'est ce qu'on fait. Et donc, vous voyez que ça peut être aussi, paradoxalement, une merveilleuse matrice à découvrir des arguments. Donc, voilà, pour aller dans votre sens, c'est vrai que bon, j'ai instruit le projet à charge, mais il faut respecter le contradictoire et on doit se mettre également dans une autre circonstance. Et quand j'ai expliqué ça à des gens, ils m'ont dit, mais monsieur, pourquoi on ne m'a pas dit ça plus tôt? Ça fait 30 ans, des ingénieurs, hein, ça fait 30 ans que je travaille sur l'IA et on m'a toujours dit comment ça fonctionnait. Ah, c'est un juge qui connaît la loi et qui calcule la décision. On dit, oui, mais c'est le syllogisme judiciaire. Voilà ce qu'on lui a dit. Voilà ce que les informateurs juristes lui ont dit. Alors que nous savons, depuis très longtemps, que ça ne marche pas du tout comme ça. Les ingénieurs ne connaissent pas le juge Magnot. Alors. Bonjour et merci beaucoup, c'était passionnant. Donc, j'ai peut-être 2 remarques pour rebondir sur ce que vous venez de dire et une question ensuite. La première remarque, c'est qu'on a une illustration très récente de l'utilisation de ChatGPT dans l'instruction d'un dossier qui a fait la une du Canard enchaîné il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 2 mois. C'est un employé, un agent public qui devait instruire un dossier sur la possibilité ou non d'accorder un titre de séjour à une personne étrangère et qui a mis dans le mémoire qui allait être communiqué donc à l'administration comme argument selon ChatGPT. Alors, c'est-à-dire qu'il a été identifié comme un élément important au point de vue juridique. Ça, je trouve ça très intéressant. Et autre chose, c'est qu'on a eu des expérimentations en 2016-2017 où on a donné à des avocats et à des juges des logiciels de justice prédictive. Et il y a eu un effet un peu intéressant et assez rigolo, c'est que certains avocats ont finalement décidé de ne pas l'utiliser. Enfin, pas l'utiliser. Ils ont eu un avis négatif parce que leurs clients estimaient que c'était un peu de la triche. Et en fait, ils se retrouvaient dans une position où le client, après 1 heure, et avec le prix que coûte 1 heure, disait « Mais ce que vous avez fait, c'est rentrer 3 chiffres sur un logiciel, moi je me sens un peu arnaqué. » Ça, c'était les 2 remarques. Et ma question maintenant, c'est que en France, je pense que la question de l'encadrement juridique de l'intelligence artificielle, système expert ou IA générative, etc., peut se faire presque uniquement par le prisme du contentieux, sauf qu'on n'a pratiquement pas de contentieux. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas de contentieux, d'après moi, c'est que notamment en matière de responsabilité, tous les petits préjudices que peut causer l'IA sont assez pernicieux. C'est-à-dire, c'est pas des préjudices comme ceux dont on a l'habitude en droit administratif français. C'est pas des accidents, c'est pas des jambes cassées, c'est pas des voitures qui explosent. Donc on a encore un peu de chemin à faire. Donc ma question, c'est est-ce que c'est différent en Belgique? Est-ce qu'en Belgique on a plus de contentieux qu'en France?
Alors, merci pour vos 2 remarques qui sont passionnantes et auxquelles j'en ajouterai une 3e qui vous concerne directement. J'ai eu une très mauvaise expérience cette année dans un cours que je donne petit nombre d'heures à des étudiants très très bons en double formation, en double diplôme, en dernière année, ils sont sur le point d'aller travailler dans des cabinets, etc. Et à ma grande stupéfaction, ça ne m'était jamais arrivé, j'ai dû en faire échouer un tiers. Et la raison principale, c'est qu'ils m'ont écrit leurs travaux dans un style ChatGPT. Je ne dis pas qu'ils ont utilisé ChatGPT ou pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas du tout interdit. Je l'autorise, etc. De toute façon, interdire quand on n'a pas les moyens de contrôler, c'est un peu stupide, non? Enfin, pour un pragmatique en tout cas. Mais ce qui est fou, c'est que les notes bas de page avaient disparu, de même que la bibliographie. On lançait des affirmations, mais alors, on y allait dans les affirmations. Waouh! Pourtant, nous, les juristes, quand même, on aime bien que les affirmations soient un peu sourcées, comme on va dire, enfin, d'une manière générale, les scientifiques. Un tiers d'échecs. Et eux-mêmes ont été très surpris. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que ce que j'ai peur, ce qui est une crainte, c'est que ça devienne le nouveau standard. Et que nous, humains, nous alignons sur ce standard-là, qui, assurément, n'est pas le bon. Là, il n'y a pas de doute. Alors, sur la question, votre question sur celle de la responsabilité. Donc, il n'y a pas non plus de contentieux actuellement en Belgique. C'est pour ça que j'ai été prendre... Bon, il y a des contentieux aux États-Unis, il y en a un peu dans le monde entier, mais évidemment, plus les usages de l'IA ont été faits tôt et de manière radicale, plus les contentieux est mûr. Mais donc ce contentieux va venir, sauf que l'IA Act, si vous m'avez compris, vise à l'éviter. En plus, la preuve de la responsabilité, pour aborder 2 secondes ce sujet qui m'a semblé important, je l'ai éliminé de ma présentation parce que j'avais conscience déjà que je n'en aurais pas le temps. Mais on peut en dire en 2 mots, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose d'ailleurs qui a passionné les foules. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire quand le robot se trompe, hein? Bon. Qui va payer? Alors l'Union européenne a discuté qu'on allait accorder une personnalité morale au robot, comme ça il pourra avoir un patrimoine et qu'on pourra aller puiser dans ce patrimoine. L'usine à gaz, mais alors, truc de fou, quoi. Bon. Donc, la logique selon moi, je vous l'ai déjà donné, c'est la logique des accidents industriels, c'est la responsabilité objective. Hein. Donc, quand vous avez un tas de décisions qui sont prises, qui sont fautives, qui ont porté atteinte aux droits subjectifs des personnes, qui leur ont créé un préjudice, eh bien, il faudrait une responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire responsabilité objective? C'est lié évidemment à une assurance obligatoire, avec une cotisation, et après on a une cagnotte, etc. Bon. Le mieux, ce serait d'abord d'être un peu plus prudent. Bon. Mais est-ce qu'on va dans ce sens-là? L'Union européenne a dit « Je m'empare de cette question de l'action en responsabilité », dont je vous signale par ailleurs que vous ne la trouverez pas abordée dans l'IA Act. Ce n'est pas le sujet. Mais il y a actuellement un projet de directive ou de règlement, de directive sur la responsabilité en cas de dommages causés par une IA. Le droit commun, c'est compliqué. Vous devez montrer la faute, le lien de causalité, le dommage. Je vous ai donné quelques exemples, mais vous vous rendez bien compte que ça va demander beaucoup d'investigation. Ce n'est pas à la portée de n'importe quel avocat venu. Hein. Il va falloir mobiliser des gros moyens. De manière générale, c'est ça. Hein, ça va. Alors, au départ, on avait pensé une responsabilité objective, et sous la pression, j'imagine, des industriels du secteur, on est en train d'accoucher d'une souris avec on maintient la preuve de la faute, on maintient la preuve du dommage, et on aurait une légère atténuation de la règle du lien de causalité. Alors, pour faire ça, vous ne faites rien. Hein, parce que, et donc, l'idée,
l'idée est évidemment, ça fait partie, si vous voulez bien être paranoïaque avec moi 2 secondes, de même que... Donc, en fait, l'obsession de l'Union européenne, c'est qu'on a raté le virage Internet. On n'a pas de grand de l'Internet. Si on rate le virage de l'IA, ça nous coûte déjà des centaines de milliards. Si on rate le virage de l'IA, alors c'est la catastrophe. Hein, c'est la politique, et spécialement la politique de la France, qui d'ailleurs réussit bien. La France est, en termes... L'Europe ne se porte pas bien par rapport à d'autres, aux Chinois et aux Américains, mais en Europe, la France est au top. Hein, pépinière de talents, de projets. C'est pour ça que d'ailleurs la France voulait qu'on abaisse les garanties. Parce qu'elle veut développer, enfin le gouvernement de la France, hein, l'administration Macron. Et donc, vous avez un point commun. Donc vous voulez, de même qu'on avait à l'époque supprimé la responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des fournisseurs d'accès à Internet pour qu'ils n'aient pas à payer les pots cassés des messages qui causent des dommages sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas ou dans les sites de l'époque. Hein. De même, on veut immuniser, on veut exonérer de responsabilité et les fabricants de logiciels, mais dans une certaine mesure aussi, ça il faudra voir, ceux qui utilisent le logiciel. Alors quand il s'agit de la puissance publique, c'est inacceptable. Et à mon avis, ça ne passera pas. Mais évidemment, le prisme que nous avons étudié aujourd'hui est une petite partie du prisme. N'oubliez pas que les mêmes techniques d'IA sont utilisées par les entrepreneurs privés. Hein? Donc, quand ils auront engagé leurs 10 000 employés et qu'on leur a dit, mais en fait, vous avez utilisé un algorithme raciste et vous avez vous avez engagé 10 000 personnes qui appartiennent à telle ethnie du Groenland et par contre aucune autre personne qui appartienne à l'Occitanie. Donc vous avez discriminé et moi j'ai perdu une chance et je suis au chômage, etc. Eh bien, c'est eux qu'on veut protéger. Donc, si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est que dans ce projet de directive qui ne sert à rien, attention, il n'empire pas les choses, mais il ne sert à rien, enfin, il n'empire pas les choses. Vous avez en fait, vous n'allez pas pouvoir régler le problème des catastrophes industrielles. C'est comme, on se retrouve au 19e siècle, vous avez les machines qui coupaient les bras et les jambes des gens, on disait, ben, il n'y a pas de problème, vous l'ouvrier, vous n'avez qu'à m'attaquer en justice, trouver un avocat et les frais de justice, et vous allez démontrer la faute que moi j'ai commise et que vous n'avez pas commis de faute en mettant mal votre bras dans la machine, etc. C'est exactement la même chose. Et je rajoute encore un point, l'action en responsabilité va être compliquée par l'IA Act, si vous m'avez suivi. Pourquoi ? Parce que le respect des normes techniques va faire qu'il y a si vous déclarez respecter les normes techniques, vous connaissez ça, ça marche pour le grand marché, ça marche pour l'étiquette qui est dans le dos de ma chemise et qui porte la norme CE, ça veut dire que celui qui l'a mis, que ce soit, je ne sais pas si j'ai acheté une chemise chinoise, je devrais savoir, mais enfin, vous ne savez pas non plus d'ailleurs, peut entrer dans le marché commun parce qu'il dit « je me suis conformé au cahier des charges normatifs européens » et ça me donne une présomption de conformité. Donc si vous avez une présomption de conformité, les juristes me comprennent bien, hein, qui sont dans la salle, vous avez une présomption de conformité, ça veut dire que ça va être d'autant plus difficile de prouver une illégalité qui est un des gros moyens que... Vous voyez, moi je dis, et est-ce que vos données étaient licites? Est-ce qu'elles étaient pertinentes? Est-ce que votre décret d'efficacité est suffisant? Mais monsieur, j'ai soumis aux normes techniques, c'est présumé conforme. Vous voyez? Donc ça empire en fait sur le plan de la responsabilité. Excusez-moi d'avoir été long. Et sur l'histoire des honoraires, c'est très important ce que vous dites. Et d'ailleurs, la logique, c'est évidemment... je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Commission européenne est remontée sur les avocats comme ce n'est pas possible. Hein, elle veut créer des services juridiques, arrêter avec le monopole des avocats, c'est-à-dire essentiellement tuer le secret professionnel. Mais là, on rentre dans des aspects boutiques. Hein, mais vous allez devenir aussi, vous avez exercé ces professions. Et donc, évidemment,
les logiciels vont donner des réponses aux gens, et c'est déjà le cas. Vous pouvez aller, ça marche très mal, hein, mais vous pouvez aller, au Canada, c'est beaucoup plus développé encore, vous pouvez aller consulter une IA pour votre divorce, pour votre bail, et pour certains de vos contentieux. C'est sur Internet, c'est pas trop grave. Oui. Oui, ça. Tout en haut. Valentine. Voilà. Quitter. Bonjour. Pour continuer sur les questions qui avaient été posées d'abord par mes camarades, je voulais juste souligner le fait, puisqu'on se posait la question sur les recours, notamment faire appel, etc., souligner le point, donc il me semble bien que c'était sur l'affaire des Pays-Bas, où en fait des personnes qui avaient été déclarées comme fraudeurs avaient mis énormément de temps et avaient eu beaucoup de mal pour prouver qu'elles n'avaient pas fraudé. Et en fait, c'est comme si ce système-là, donc j'avais vu ça dans un reportage Arte, c'est comme si ce système-là, en fait, avait renversé la charge de la preuve. Il ne s'agissait plus de prouver que la personne avait fraudé. Une fois l'algorithme intervenu, c'était à la personne de prouver qu'elle n'avait pas fraudé, ce qui était très difficile, très long, et qui avait entraîné que certaines de ces personnes aient perdu leur maison, etc., parce qu'elles avaient dû rembourser des sommes, finalement, qu'elles devaient vraiment percevoir au titre d'aide sociale. Et sur la question que je me posais, c'était notamment, puisque l'IA est souvent utilisée dans un objectif de réduction des coûts, est-ce qu'on ne pourrait pas voir, alors une dérive, est-ce que ce serait positif ou négatif, je ne sais pas, mais une dérive qui pousserait finalement à déterminer dans une décision de justice à partir de quel, par exemple, montant de sanctions pécuniaires ou de quel montant de sanctions, mais par exemple en type d'années de prison, etc. Est-ce que les parties intéressées n'iraient pas jusqu'à faire appel et donc dans cet objectif de réduction des coûts, vraiment ne plus vraiment rendre la décision pour ce qu'il semble juste, mais plutôt pour éviter de rallonger la procédure. Voilà. Alors, très intéressant là aussi, sur votre remarque, ce renversement, comme vous dites, de la charge de la preuve est d'autant plus scandaleux que, en logique juridique, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, la preuve des faits négatifs n'est pas difficile, elle est impossible. Il est impossible de prouver un fait négatif. On peut prouver, au-delà d'un doute raisonnable, que vous avez tué, mais il est impossible pour vous de prouver que vous n'avez pas tué. Ça, en fait, ce n'est pas possible, rationnellement. Et donc, c'est évidemment cette espèce de présomption de fraude, parce que la machine qui calcule très bien l'a dit, c'est scandaleux. Et pourquoi est-ce qu'elle peut s'installer ? Uniquement à cause du privilège de l'exécution d'office et du préalable. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais c'est-à-dire que l'administration, elle prend la décision et puis elle arrête de vous verser, quoi. Bon, et c'est à vous d'aller en justice. Hein ? En fait, techniquement, il ne s'agit pas d'un renversement de la présomption, mais il s'agit de mettre le poids la décision est exécutée d'office, à vous de faire recours si... Et évidemment, ces gens qui sont particulièrement vulnérables, s'ils ne sont pas défendus par des associations qui ont fini par lever le poteau rose en montrant qu'il y avait un problème dans l'algorithme, eh bien, elles sont impuissantes. Alors, sur la question que vous posez, elle est très juste dans la mesure où vous voyez bien qu'il y a deux problématiques qui se croisent et qui peuvent fusionner. C'est d'une part, ce qu'on a appelé la managérialisation de la justice. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce terme-là, c'est-à-dire une approche gestionnaire de la justice, avec la LOLF, par exemple. Je ne suis pas très familier de vos lois, mais enfin, c'est un peu ça. Et l'approche IA. Donc, effectivement, tout ça vient du nouveau management public, c'est au moins augmenter les rendements. Augmenter le rendement, c'est-à-dire que pour la même dépense, et on sait que les dépenses de l'État, c'est beaucoup des dépenses de personnel, on obtiendrait plus en flux, c'est tout le vocabulaire managérial, hein, on aurait plus d'output sur les décisions à moindre coût. Alors, d'abord, c'est pas prouvé du tout. Hein.
que ça coûte bonbon, si vous me permettez, de l'expression, de fabriquer des IA. Alors évidemment, il vous amène les informaticiens, c'est génial, il vous dit, voilà, je vous promets ça. Alors vous faites ça. Il dit, ah, maintenant je peux décider avec une machine. Ah ben non, non, il faudrait mettre le module 2. Ça va coûter aussi 10 millions d'euros. Ah, ok. Et maintenant, c'est prêt? Ah, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, vous voulez faire ça? Alors, il faut le module 3. Ah, donc, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai des collègues qui travaillent dans ce genre de choses, donc ils ont très bien compris la logique. Donc, premièrement, ça coûte. Et deuxièmement, effectivement, vous avez l'idée qui est déjà dans les esprits depuis longtemps, c'est contrer la massification de la justice. Et l'idée, c'est qu'il y a beaucoup trop d'affaires qui viennent devant la justice. Donc, on ne va pas gonfler la justice. On ne va pas nommer 10 fois plus de juges pour répondre à ce besoin de justice qui s'exprime dans la société. On va développer des modes alternatifs de règlement des conflits. Et là, vous avez des IA qui sont au travail, certainement pas encore dans l'administration, mais au niveau privé. Je vous donne un exemple qui est très important dans la pratique et qui a acquis une certaine célébrité. C'est comment ça s'appelle ce grand site où on vend et on achète des objets d'occasion. eBay, voilà. eBay avait à développer, vous imaginez bien qu'on vend des millions et des millions et des millions d'objets sur eBay, et que donc il y a des gens qui ne sont pas contents. Ah, mais la table, elle est arrivée cassée, ou je pensais que c'était une table Napoléon III, mais c'est une table Henri II. Sur la photo, elle paraissait plus grande. Enfin bon, tout ce que vous voulez. Et donc, eBay a mis au point un logiciel qui fonctionne, qui est un logiciel de médiation. Ce n'est pas de l'arbitrage, c'est de la médiation, et qui est basé sur une logique redoutablement simple, c'est-à-dire que la bonne solution de ces contentieux se trouve à peu près entre les deux. Et donc, on demande à chaque acteur de faire une offre de ce qu'il estime. Donc, moi, je voudrais avoir une réduction de 100 € sur la table, et vous seriez prêt à donner combien? Et en fait, la machine propose son arbitre, enfin, ce qui n'est pas un arbitrage, elle propose une solution que les parties sont ensuite libres d'accepter ou pas. Je crois que ça règle 50 millions de dossiers par an. Je ne suis pas sûr du chiffre. Allez vérifier sur Internet. Ça marchait tellement bien que eBay s'est dit, tiens, mais je vais vendre mon algorithme à d'autres firmes comme ça qui vont pouvoir faire ça aussi. Et donc, vous voyez bien que c'est une manière. De toute façon, ce petit contentieux n'irait jamais en justice pour des raisons que vous connaissez. Mais après, on va dire, tiens, mais on pourrait appliquer ça à tout un tas de petits litiges. Donc, il va y avoir une pression de plus en plus forte d'utiliser ce type de mode alternatif de règlement de conflit. Et là encore, dans une optique gestionnaire, managériale. Je ne sais pas quel est le mot que vous employez de préférence. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Afsaoui. Alia Afsaoui. Bonjour, pour commencer, et merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas belge sur les contrôles fiscaux qui ciblaient les personnes pauvres et étrangères. Les contrôles fiscaux ne ciblent pas les personnes pauvres, ce serait une erreur. J'ai pas mis contrôles fiscaux. Non, pardon, je voulais mis les contrôles sociaux. Pardon, j'ai erreur dans mes notes. Le cas hollandais. Oui. Et donc, je voulais, parce qu'en France, on a eu le cas qui a été, puisque notre CAF fait la même chose, et donc il y a eu le cas qui a été développé par la Quadrature du Net sur la preuve. Sur les allocations familiales, c'est pas ça? Exactement, sur les allocations familiales où tous les contrôles avaient tendance à cibler les mères célibataires dans des situations complexes avec plusieurs enfants. Oui, c'est la même affaire. C'est trop haut pour moi. Excuse-moi l'exemple, mais je n'ai pas ta taille.
Oui, c'est exactement la... Enfin, tel que c'est présenté par la Quadrature du Net, parce que la différence, c'est que ça n'a pas encore été jugé, c'est la même affaire. Et donc, j'avais une question sur les conséquences précises que ça a eu en Hollande, au sens où ils ont dit est-ce qu'ils ont arrêté de faire ces contrôles, parce que j'ai bien entendu la chute du gouvernement, mais on peut faire chuter un gouvernement dans le cadre d'un scandale et derrière ne rien changer aux pratiques. Donc est-ce que ça a eu des conséquences politiques autres dans le terme de prise de loi, de protection, de prohibition de certains critères, ou pas du tout? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans l'affaire de l'algorithme xénophobe, il a été supprimé. Et en ce qui concerne l'algorithme Siri, qui est la chasse aux fraudeurs sociaux, il y a une décision du juge qui, d'une certaine manière, en interdit l'application, mais ce n'est pas si clair, mais le gouvernement n'a pas été en appel, et en fait, il a bougé les choses. Donc on est plutôt dans des choses qui ressemblaient un peu à... comment ça s'appelait chez vous, le prédécesseur de... APB, admission post-bac. Admission post-bac qui a été remplacée par Parcoursup. Et donc on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que quand effectivement on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour ne pas parler du tout en termes juridiquement rigoureux, on dit mais ne vous inquiétez pas, on a un algorithme encore meilleur. Et c'est ce qui s'est passé avec Parcoursup. Et donc ça ne change pas la logique. Et même pour les informaticiens, encore une fois, ils intègrent ça dans leur culture. On dit bien sûr qu'il y a des bugs. Donc c'est bien que ça sorte. Ah oui, il y a des problèmes, c'est bien. On va améliorer. La version 4.3 et on sera encore bien meilleur. Vous voyez ? Donc c'est pas un drame. Alors que ce n'est pas la manière dont nous, en tant que juristes, de dire qu'on s'est trompé, qu'on a fait 10 000 mauvaises décisions et qu'on a supprimé des allocations à des gens auxquels on n'aurait jamais dû les supprimer. C'est un problème grave pour nous. Mais c'est moins vu comme ça par ceux qui ont pris la main. Je sais pas. Les juristes sont peu absents, hein, sont absents là-dedans. Et en fait, il y a une logique que m'a un jour très bien expliqué un membre d'une haute administration, c'est on est passé des machines à écrire aux ordinateurs, de l'ordinateur au réseau, du réseau à l'Internet, de l'Internet au 2.0, etc. Et tout ça, c'est toujours fait sans que les juristes soient au courant. Et puis, à un moment, maintenant, il y a l'informaticien qui dit puisque vous avez enregistré toutes les données de vos clients, moi, je peux vous faire un logiciel qui va leur répondre, qui va faire de l'activation des chômeurs. C'était pour ça. Ça, c'est le prochain. Ça, je vous le signale. Pour le moment, on parle d'allocation familiale. Activation des chômeurs par l'IA. Ça, c'est pas moi, Daniel Blake, ce film qui était terrible à ce sujet-là, anglais. C'est pas ça. On utilise de l'IA, c'est-à-dire que l'IA va envoyer vous êtes-vous présenté à telle place, etc. On profile les chômeurs, ceux qui cherchent activement un travail, ceux où c'est désespéré, ceux sur lesquels on doit mettre le paquet. Et ceux-là, eh bien, ils entrent, ils ne savent pas qu'ils dialoguent avec une machine qui, tous les jours, leur explique « Ah, bon, vous êtes déjà levé, c'est bien, demain, ce sera une demi-heure plus tôt, combien vous avez envoyé de CV, etc. » Et tout ça, si vous voulez, c'est fait comme un progrès technique, exactement comme le jour où on a remplacé les machines à écrire par les ordinateurs, sans qu'on se rende compte qu'on avait basculé dans quelque chose qui était profondément problématique sur le plan de nos principes et de nos valeurs. Les juristes ont toujours un train de retard. Non, ils sont arrivés au moment où ils ont découvert le poteau rouge. Heureusement qu'ils sont là. Oui. Ils ne sont pas assez présents. C'est normal qu'ils n'intervenaient pas dans les commandes aux informaticiens. Mais maintenant... Une question ? Non. Ah non, c'est bon. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Non ? Oui, à nouveau. Dans ce cas-là, j'avais une question sur, dans l'hypothèse déjà réalisée plutôt, où les outils d'intelligence artificielle servent déjà d'aide à la décision, vu que c'est ce qui est vendu pour le moment. On ne dit pas qu'ils prennent la décision, on dit qu'ils aident. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel comme le Conseil d'État ont prohibé toute décision administrative automatique. Donc, d'un point de vue théorique, on met au moins la signature d'un humain quelque part dessus. Une des questions qui se posent, ce serait, dans l'hypothèse où ça existe,
quelle serait la valeur qu'on pourrait donner à l'IA dans le cadre de l'instruction du dossier. Au sens où, à votre avis, à partir du moment où ça existe, là, on aura du mal à l'instant T revenir en arrière, mais il y a toute la question de est-ce que c'est une preuve, est-ce que c'est un élément argumentatif, et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai notamment en tête un cas positif pour une fois d'IA qui a fait n'importe quoi au Canada et qui en fait a mené à plein de personnes qui ont été remboursées parce que l'IA a assuré dans le chatbot qui engageait le juge a jugé que ça engageait la société que la personne devait être remboursée. Pour une fois, le bug a servi à d'autres gens que l'entreprise. Et donc je me demandais quelle valeur on devrait lui donner pour au moins momentanément pouvoir gérer ça, à votre avis. Je profite d'abord de votre question pour préciser ce que je n'ai pas dit pendant l'intervention, c'est que pour l'instant, l'aide à la décision judiciaire en France, c'est prohibé. Hein? Donc que ce soit bien clair. Pour l'instant, il est impossible de faire de l'aide à la décision judiciaire avec de l'IA. Sauf si vous me réfutez et que vous pouvez m'envoyer une source. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas du tout vu. C'est interdit, je pense. Je suis sur un projet de recherche qui justement étudie cette question-là. Okay. Et on l'a jamais croisé. Et on l'a jamais croisé ni en discutant avec le Conseil constitutionnel, avec le Conseil d'État. Mais si vous allez me demander ma source. C'est bien ça. Joué. Et donc je reviens vers vous. Enfin, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que ça ira peut-être plus facilement dans cette direction. Je viendrai à la fin au cas où si vous. Alors, sur votre question, ça donne l'occasion, et puisqu'on arrive, on est plutôt vers la fin que le début, de bien se rendre compte que l'IA est là pour rester et pour se développer. Et que moi, ce que j'ai proposé dans cette conférence, c'est-à-dire des moyens d'annulation, c'est parce que c'est une des lignes de front actuelles. La deuxième ligne de front étant se battre sur les normes techniques. Il faut des juristes dans les comités techniques. Ça, c'est indispensable. Dans tous les comités techniques, ce n'est pas que pour l'IA. Hein? Ça, c'est indispensable. Et la première ligne de front, c'est attaquer les décisions. Bon. Néanmoins, les États et l'Union européenne, et de manière mondiale, vont de plus en plus autoriser. Et donc, vont nous priver, si vous voulez, des recours de droit commun. Ça, c'est une prédiction raisonnable. On peut se tromper. Il peut y avoir un mouvement citoyen, mais on a l'impression qu'on y va de plus en plus. Quant au deuxième aspect, qui est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on s'est trompé? Ça retombe sur la question de la responsabilité. Et là, il me semble que lorsque c'est un pouvoir public qui a pris la décision, mais là, je fais appel à vos connaissances en droit constitutionnel et en droit administratif français, voilà, que l'État ou une personne de droit public s'exonère des effets dommageables de décisions illicites, ça me semble très problématique. Donc là, je crois qu'effectivement, on indemnisera, mais encore une fois, plutôt que des normes techniques pour prévenir les risques, si on avait un peu de jugeote, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et les informaticiens l'ont compris, parce que moi, maintenant, je rencontre de plus en plus d'informaticiens qui disent « on veut des juristes, on veut des juristes ». Avant, ils disaient « les juristes, non, pas de juristes, s'il vous plaît ». Maintenant, ils veulent des juristes. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont devant de problèmes. Et ils voudraient bien, comme toute personne qui consulte un juriste, vous savez que c'est un peu un jeu de dupes, mais il veut être rassuré. Donc, vous m'assurez que tout ça tient la route. Oui, parfaitement. Après, boum, le litige qui lui tombe quand même dessus. Donc, voilà où on en est. Et je pense qu'il est temps de s'arrêter parce que tout le monde est fatigué. Et en tous les cas, celui qui a tenu le crachoir. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à te remercier et puis à te dire à demain, puisque demain, nous avons une conférence.